Salut Ken McTavish. Les Grandes Plaines d'Amérique n'ont pas toujours été la propriété du peuple des Sept Feux, ou plus communément appelés les Sioux. Non, il fut un temps où il y avait une grande diversité ethnique, des réseaux d'échanges pacifiques et des puissances sédentaires comme celles des Mandan ou des Arikaras. Poussés par les épidémies, l'arrivée de technologies telles que l'arme à feu, puis le cheval, nombre de tribus de l'Est et du Sud ont percuté progressivement leurs homologues de l'Ouest et du Nord dans un mouvement migratoire de survie, les poussant à fuir un feu qu'elles n'ont pas toujours rencontré, l'homme blanc. C'est le cas des Lakota qui progressivement se sont imposés dans les plaines en formant avec les Cheyennes et les Arapaho une sainte trinité aux cultures extrêmement proches. Aujourd'hui, on va rétablir l'une des injustices les plus ancrées du monde amérindien, celle de la trahison des Pawnees. Plusieurs vagues d'épidémies ont érodé pendant de nombreuses années les Mandan et les Arikara, deux peuples sédentaires qui dominaient les plaines par leur importance commerciale. Mais en 1780, les Sioux y profitent de cette faiblesse pour prendre le contrôle des routes commerciales et donc le leadership sur les plaines. C'est une nouvelle organisation politique qui se met en place à mesure que le cheval est intégré aux cultures. Certaines tribus sont rapidement éjectées, comme les Shoshones par exemple, qui fuient vers les montagnes rocheuses. D'autres sont écrasées, comme les Crocs, qui ne poseront plus jamais problème aux Cheyennes. Et ça, on l'a vu dans l'épisode précédent, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 6 peuples voisins des Cheyennes. C'est important pour comprendre la géopolitique des plaines au XVIIIe siècle. Et ça sert à rien que je te parle de l'armée américaine ou des colons, tant que tu sens pas, tu vois, dans tes tripes là, à quel point c'était déjà explosif dans les plaines. On a donc la Sainte Trinité, Cheyenne, Arapaho et Sioux. Les Sioux, c'est un groupement de peuples, mais dans cet épisode, quand j'emploierai ce terme, c'est surtout pour parler des Lakota et des Dakota, qu'on appelle aussi Teutons et Santis. Ces 3 peuples, ils ont une culture extrêmement proche et sont nomades. Dans les plaines, ils sont très mobiles grâce à leur maîtrise du cheval, ce qui leur permet de maintenir le contrôle sur les axes commerciaux et les couloirs de migration du bison. Comme ils sont répartis en petites bandes, ils sont beaucoup moins impactés par les épidémies que les nations sédentaires. Ils se nourrissent majoritairement de viande et de baies et utilisent la peau de bison pour confectionner des tipis. Et en parlant de tipis, je suis extrêmement fier de te parler du sponsor de cette vidéo, les tipis du bonheur de vivre. Il s'agit ni plus ni moins du plus grand camp amérindien d'Europe qui est situé à Brulon, dans la magnifique région du Pays de la Loire. C'est un endroit magique sur 7 hectares. Il y a 2 chevaux, 2 ânes, 3 chiens loups qui chantent la nuit. Là-bas, tu pourras déconnecter, te relaxer dans ton propre tipi et avec ton propre feu. Quand je pars comme ça en vacances, moi, le truc que je kiffe le plus, c'est le petit déjeuner le matin. Et alors là, mon gars, tu vas être servi, c'est une tuerie. Petit déjeuner traditionnel à volonté. Et si tu as la chance d'y aller pendant un week-end Indian Legend, tu verras des danseurs amérindiens et tu pourras participer à la veillée contes et légendes. Je l'ai fait, c'était une expérience incroyable. Et si tu es curieux, je te mets là-haut dans les fiches une vidéo bonus qui te montrera tout ça. Et bien sûr, je te mets toutes les infos dans la description. Par contre, il faut se dépêcher si tu veux réserver une date pour cet été parce que les places pour les Indian Legends, elles partent mais à vitesse grand V, quoi. Voisins des Cheyennes, on trouve ensuite les Osage, qui étaient très puissants et expansionnistes, au moins autant que les Lakota, mais eux, ils étaient semi-nomades. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils habitaient dans des villages fixes, en forêt ou lisière de forêt, dans des maisons longues. Ils pratiquaient l'agriculture et 1 à 2 fois dans l'année, ils organisaient des grandes expéditions dans les plaines pour chasser le bison. À côté des Osage, on a les Kiowas, qui eux sont 100% nomades, avec des tipis démontables en moins d'1 heure, des campements qui ne s'installent pas plus de quelques semaines au même endroit, et comme pour les Cheyennes, une culture complètement dépendante du bison. Et enfin, on a les Pawnees. Alors eux, ils sont comme les Osage, semi-nomades. Ils vivent dans des villages de maisons en terre, les fameuses Earth Lodge, pratiquent l'agriculture et lancent des expéditions pour chasser le bison 2 fois dans l'année. Donc maintenant qu'on a posé les acteurs, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que ça peut merdoyer? Dans les plaines, il y a 2 ressources essentielles qui déterminent la puissance et la pérennité d'un peuple. La nourriture et le cheval, puis bientôt l'arme à feu. Avant que je te donne quelques indices, Clans et Tribus, c'est une chaîne d'histoire qui parle des peuples autochtones à travers le monde. Je te raconte l'histoire de leur point de vue, les épisodes sont systématiquement sourcés et j'essaye de rendre ça le plus ludique possible. Donc si ce que tu vois là te plaît, le reste de la chaîne, c'est exactement la même cam. Donc n'hésite pas à t'abonner, à booster la vidéo et rejoindre notre grande tribu. Merci à toi. Sur les 6, on a 4 peuples qui dépendent entièrement du bison.
Il y en a 2 qui pratiquent l'agriculture et chassent 2 fois dans l'année. Mais parmi les 4 peuples nomades, les Kiowas, eux, ils sont en conflit avec les Apaches et les Comanches. Ils se foutent sur la tronche en permanence, donc on va dire qu'ils s'occupent un peu moins des peuples voisins. On l'a vu, les Lakota et plus largement les Sioux sont extrêmement territoriaux. Une fois qu'ils s'accaparent une terre, ils la revendiquent et la défendent. C'est pas une propriété du sol comme on l'entend, mais plus une forme de droit d'exploitation spirituelle. Ils considèrent qu'ils en sont les gardiens exclusifs. Donc quand les ponis se pointent 2 fois dans l'année, la fleur au fusil, pour chasser du bison, ils se retrouvent en territoire nouvellement revendiqué par les Sioux. Et vice-versa, quand les Dakota descendent en territoire poni pour suivre un troupeau, systématiquement, ça bastonne. Les bisons, eux, ils sont mobiles autour de grands axes de migration. Eux, ils connaissent pas les frontières. Je te mets une photo issue d'une étude qui montre un peu la répartition des troupeaux et tu vois qu'en territoire poni, il n'y a pas vraiment de couloir de déplacement. Par contre, chez les Sioux et Cheyennes, il y en a 3, voire 4. Donc les groupes de chasseurs poni ou autres d'ailleurs, ils peuvent parcourir jusqu'à 100 km par jour pour les trouver. Et ce faisant, ils se retrouvent parfois en territoire ennemi. Et quand je dis ça bastonne, là aussi il y a une grosse incompréhension dans les affrontements. Pour les Cheyennes, un peu comme les Lakota, eux ils sont sur un comptage des coups de bâton sur leurs ennemis. C'est des affrontements honorifiques qui permettent aux guerriers de monter les échelons du mérite. Tuer avec une arme à feu par exemple, c'est tout en bas de l'échelle sociale. Je te mets une vidéo dans les fiches sur le système d'honneur matérialisé par les plumes. J'y explique pourquoi on met un point rouge sur une plume d'aigle, pourquoi on coupe le bout, pourquoi on la porte horizontale ou verticale, enfin voilà, tout le système de valeurs quoi. Donc les Cheyennes, ils sont sur des affrontements honorifiques. En revanche, les ponis, eux, ils sont dans une guerre de survie. L'arrivée des Sioux les a séparés géographiquement de leurs alliés Mandan et Arikara, les poussant vers le sud. Donc quand ils voient un ennemi, ils cherchent plutôt le scalp et la mise à mort pour affaiblir les forces adverses. C'est autrement plus violent. Je rentre pas dans les détails du scalp, si tu veux des infos dessus, je te mets une vidéo là-haut. Ces oppositions, elles donnent lieu à des scènes tragiques. Imagine-toi un guerrier Cheyenne sur son cheval, hurlant face à un adversaire poni pour attirer son attention. Puis, il lance une charge héroïque, bâton vers le ciel. En face, t'as un guerrier poni qui attend le bon moment, la bonne distance. Et paf, une flèche, un mort. Le Cheyenne s'écroule, incrédule, comme le reste de sa bande. Ce genre d'événement, il enracine la haine côté Cheyenne, Sioux et Arapaho. Et ça, on le voit bien dans le film Danse avec les loups, les ponis sont les grands méchants contre les gentils Lakota. Lentement mais sûrement, on rentre dans une logique de raid permanent. Pourquoi à ce moment-là, la Sainte Trinité n'a pas aussi attaqué les Osagers qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques semi-nomades que les ponis? Tout simplement parce que les Osagers, à l'époque, ils étaient imprenables. Et en plus, ils avaient déjà obtenu des fusils auprès de marchands français. Tu rajoutes à ça qu'ils étaient plus au sud, donc moins en compétition territoriale. Voilà la raison. En revanche, le territoire poni était en plein sur la trajectoire des ambitions Sioux. Et comme les premiers étaient semi-sédentaires, ils étaient faciles à attaquer. Pillage de chevaux, capture de femmes et enfants, pillage de ressources alimentaires. Le cycle d'attaque dure des années pendant lesquelles les tribus se rendent coup pour coup. En plus d'être en guerre perpétuelle contre Cheyenne, Arapaho et Sioux, les ponis y subissent ponctuellement des raids de pillage de chevaux par les Kiowas qui servent à alimenter leur guerre contre Apaches et Comanches. Les Osages, eux, ils sont pas sages. Ils ont une position dominante qu'ils cherchent à renforcer par la conquête et les ponis sont une cible idéale. Ils ne cherchent pas à s'emparer de leur territoire, mais plus à s'approprier complètement les différents axes de commerce régionaux et au passage, prendre quelques captifs, quelques scalps et des chevaux. Les ponis défendent des Osagers, mais les ennemis héréditaires, c'est surtout les Cheyennes et les Sioux. De toute manière, ce sont eux qui sont le principal problème, puisqu'à l'origine, quand les Cheyennes sont arrivés dans les plaines, les ponis étaient alliés aux Mandan et aux Arikara, les 2 sociétés sédentaires dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et comme j'aime bien le dire, avec l'arrivée des Sioux, les Dakota et les Lakota, ça a un peu culbuté et les ponis se sont retrouvés isolés plus au sud. Isolés, oui et non, ils ont fait des alliances avec les Omaha, eux aussi attaqués régulièrement par les Cheyennes, les Poncas et les Oto. Mais c'est des alliances par crainte de la puissance des ponis. Donc militairement, c'est pas des appuis solides. Aussi, rapidement, les ponis développent une science de la fortification de leur village, avec des remparts et des fossés.
C'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais les poneys au plus fort, ils étaient 60 000 individus. Puis au XVIIIe siècle, après les épidémies et compagnie, on est plus autour des 10 000 comme les Osagers, mais ça reste une grosse puissance quand même. Hein. Et t'as la Pony Nation qui parle, elle, de 300 000 individus avant la colonisation. Alors c'est sûrement surévalué comme chiffre, hein, mais du coup, au plus fort, on peut tabler entre 60 000 et 300 000, ce qui est déjà énorme. Autour de 1730, les poneys y mettent progressivement la main sur les armes à feu, rétablissant l'équilibre entre eux et les Osagers qu'il a possédés depuis environ 1670. Et à partir de là, on voit alors dans les plaines des rencontres se soldant par la mort systématique de chasseurs Cheyennes, froidement abattus alors qu'ils continuent de tenter des charges bâton en l'air vers l'ennemi pour marquer un coup. Sauf que celui-ci, il n'est plus armé d'un arc mais d'un fusil. Les balles sont redoutables, les blessés ne disent pas au revoir et parfois des bandes entières ne rentrent pas au camp. Pour les Cheyennes, c'est une tragédie, mais ils continuent la lutte et prennent en embuscade des chasseurs de bisons, souvent moins nombreux que les bandes de raids Cheyenne et Arapaho. De leur côté, que ce soit les Dakota ou les Lakota, les raids contre la dizaine de gros villages poneys sont constants. Pendant 20 ans, les poneys vont conserver l'avantage du fusil jusqu'en 1750, date à laquelle les Sioux mettent progressivement la main dessus, puis en 1780, les Cheyennes et les Arapaho suivront. Mais paradoxalement, jusqu'en 1860, les arcs seront privilégiés pour la chasse par les Cheyennes et les Sioux, qui le trouveront plus pratique et rapide. Les fusils de traite de l'époque étant de piètre qualité, ils sont réservés pour la guerre. En 1804, l'expédition de Lewis et Clark, dont j'ai lu le premier tome, et alors je sais pas toi, mais moi j'ai pas du tout accroché le format journal de bord, hein. Ils rencontrent les Cheyennes dans le Dakota du Nord, et comme avec les Mohicans et Hudson, dont tu auras plus d'infos ici, et bien ça se passe très bien. Les Cheyennes sont reconnus comme un peuple amical et digne de confiance. Clark leur fait parvenir un drapeau et du tabac. Petite parenthèse d'ailleurs, hein, c'est une tragédie cette expédition parce qu'elle permet de cartographier les futurs États-Unis d'Amérique. Un peu comme un prospecteur qui fait de la rando pour trouver une mine à exploiter. La rando c'est cool, mais la cascade de destruction qu'elle va déclencher en cas de trouvaille, ça l'est moins. Tout en continuant les raids sanglants contre les poneys, entre 1820 et 1840, des trappeurs affluent en masse dans les plaines et ouvrent des opportunités commerciales aux Cheyennes, qui échangent des peaux de bison contre des perles, des fusils ou encore des couvertures. C'est entre ces dates, vers 1833, qu'est construit le Fort Bent par William et Charles Bent. Cet établissement, il n'est pas rattaché à l'armée, même si c'est un fort. Il va fonctionner pendant 16 ans et il sera la seule colonie blanche permanente sur la piste de Santa Fe. Il sera un point d'échange exclusif entre Cheyenne et les Blancs, mais aussi plus tard avec les colons et militaires qui y passeront régulièrement. Je sais pas si tu te souviens ou si tu as vu le premier épisode, hein, je te le mets là-haut au cas où, mais je t'ai déjà parlé de George Bent. Il a écrit un livre qui s'appelle « Mon peuple, les Cheyennes », dans lequel il décrit entre autres le massacre de Sand Creek. Bon, George, c'est un métis Cheyenne blanc et son père n'est autre que William Bent, l'un des bâtisseurs du Fort Bent. Mais quelques années avant la construction de ce fort, il s'est passé quelque chose d'extrêmement traumatisant pour la société Cheyenne. On est en 1830 dans le Nebraska. Le plus formidable rassemblement Cheyenne jamais organisé est en cours. Des cérémonies sont pratiquées sur plusieurs jours, l'ensemble des bandes Cheyennes sont présentes. Toutes les sociétés sont impliquées, dont les fameux Spartiates des plaines, les Dog Soldiers, qu'on a vu un peu dans l'épisode 2. Il se passe quelque chose de très grave pour que la nation dans son entièreté soit mobilisée. Mais quoi? C'est au sein du Conseil des 44 que le plan se met en marche. On discute, la traque a été longue, mais le camp pony est là, tout près. Les 4 flèches sacrées sont sorties, ainsi que la coiffe de bison en vue de la cérémonie du renouvellement. Pour rappel, cette cérémonie, elle permet d'entretenir ces objets sacrés et de les orienter vers un objectif. En l'occurrence là, on tourne les flèches vers les Skiddy Pony, l'une des 4 bandes de ce peuple. L'idée, c'est d'aveugler spirituellement l'ennemi en vue d'une attaque. C'est donc ça l'objectif, attaquer en masse les Skiddy pour affaiblir la nation Pony. Les Skiddy qui, d'ailleurs, sont tellement différents des 3 autres bandes Pony qu'on pourrait presque penser que c'est un peuple à part entière, absorbé par les Pony à un moment donné. Mais on verra ça quand on parlera de cette tribu dans une série. Soudain, des cris, des guerriers s'agitent, montent sur leurs chevaux et courent en direction de l'horizon. White Thunder, le gardien des flèches, se lève brusquement, sort de son tipi et constate que l'armada Cheyenne
épaulés par des Sioux et des Arapaho, foncent en direction des chasseurs de bisons Pawnee sur le départ. C'est le chaos. Bull, un valeureux guerrier, le rejoint, déjà installé sur son cheval. White Thunder lui tend les flèches sacrées qu'il fixe à son bâton et le supplie de rattraper les guerriers pour organiser l'attaque. Il est inquiet. La cérémonie des flèches n'a pas eu le temps d'être pratiquée. On a très peu d'informations historiques sur cette bataille, alors ne prends pas pour argent comptant les détails que je vais te donner là sur la stratégie et le déroulé. Les 10 bandes Cheyennes se lancent à cheval en direction du plus grand village Skidi. Comme les autres ponies, les Skidi y vivent dans des maisons en terre qu'ils ont appris à fortifier à l'aide de murs et de fosses. Ils ont aussi une science de la guerre qui est supérieure aux autres ponies. Donc quand ils voient arriver à l'horizon la horde Cheyenne, ils se préparent à la défense. Le chef pony Big Eagle a le temps de s'équiper du Wonderful Legging Bundle, qui est un objet sacré légué par Pahu Katawa. C'est un prophète très important dans la culture pony. Il apparaît sous la forme d'un bison que les chasseurs voient ce jour-là, comprenant ainsi qu'ils sont attaqués. Il se transforme ensuite en nuage pour mouiller les cordes d'arc et les armes cheyennes, puis sous la forme du vent pour inciter les ponies à se mettre à l'abri derrière leur retranchement. Mais déjà, les Sache-Bearers Lakota et les Dog Soldiers cheyennes sont positionnés. Certains, à l'entrée du village, plantent leurs dog rope dans le sol. D'autres foncent avec quelques guerriers contraires qui chantent et rient tout en tirant flèches et balles sur les guerriers Skidi. Très vite, c'est une mêlée généralisée. Le village, il est partiellement envahi. Le gros de la bataille se déroule à l'entrée. Bull galope aussi vite qu'il le peut et voit sur son chemin un pony au sol, blessé, malade ou vieux. Il se dit qu'il va pouvoir marquer un coup. Il lève son bâton. La pluie est maintenant très forte, mais il y voit clair. Il abat son arme. Hélas, contre toute attente, le pony s'ensevelit. Bull manque d'être désarçonné, mais l'eau qui ruisselle sur son arme l'a fait glisser de sa main. Il vient de perdre les 4 flèches sacrées. Il tente un demi-tour, mais il est fixé par d'autres guerriers. Heureusement, les Arapaho le rejoignent pour l'épauler. Bull combat en essayant de garder un œil sur son bâton perdu. Mais trop tard, le pony a disparu. Le chef pony Big Eagle, à ne pas confondre avec le Big Eagle Dakota, ajuste son fusil et tire dans le bout d'un bowstring. Il prend ensuite son arc et vise un guerrier contraire qui tient son tomahawk à l'envers, le touche à la jambe et sourit en entendant le pauvre Cheyenne faire un bruit de pigeon en rut quand il est touché. Les contraires l'ont toujours fasciné, tandis que les Dog Soldiers le terrifient. Il se met à courir pour aider des jeunes Skidi qui malheureusement se font tuer avant qu'il arrive. Un guerrier pony le rejoint. Il tient dans sa main un bâton Cheyenne avec un paquet particulier qu'il tend au chef. Big Eagle se dit que cette lance est merveilleuse. Il grimpe sur son cheval et continue le combat, habité d'une force terrifiante. Les Cheyennes se souviennent de lui. Il faisait tellement corps avec sa monture qu'ils l'appelèrent Grand Cheval Tacheté. C'est une catastrophe. Le cœur mythologique Cheyenne a disparu. C'est un coup terrible porté à ce peuple. La nouvelle se répand vite, le moral s'effondre et bientôt la retraite est sonnée. Sans vainqueur, la bataille s'arrête, laissant les Skidi dans l'incompréhension. Pour les Cheyennes, c'est cataclysmique. Les flèches sacrées représentaient l'incarnation physique de l'identité Cheyenne. Donc il faut les récupérer à tout prix. En 1835, White Thunder se rend en personne dans un village pony pour faire la paix. Il peut choisir une des 4 flèches. Il choisit la flèche de bison qui représente l'abondance de nourriture. Par chance, 2 ans plus tard, des Sioux brûlés trouvent la flèche d'homme, associée au succès à la guerre, en attaquant un village pony. Ils la rendent aux Cheyennes. En revanche, les 2 dernières sont perdues à jamais. Quoi qu'il en soit, les combats ont continué contre les ponies, mais plus de l'ampleur de cette attaque avortée. Et en revanche, ils se sont intensifiés contre les Kiowas et les Comanches. Est-ce que tu te souviens, en début de vidéo, quand je te présentais les peuples, je t'ai dit que les Kiowas, ils avaient fort à faire avec les Apaches et les Comanches. En 1790, ils forment une alliance indéfectible avec les Comanches. C'est un tournant géopolitique puisque ça libère les Kiowa de la pression sudiste. À partir de là, ils peuvent allègrement regarder vers le nord et taper sur les voisins. Les Apaches, ils étaient un problème, mais en 1790, les Comanches, ils les ont déjà bien tatanés et repoussés plus au sud. Donc c'est plus une menace pour les Kiowas. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie de l'Alliance. Les cibles principales des Kiowas, c'est les voisins proches, Osage et Pawnee. Pour les Cheyennes et les Arapaho, l'objectif était de glisser vers le sud et s'emparer de zones de chasse. Les Comanches, ils sont légendaires pour leur immense troupeau de chevaux, donc c'est un vivier facile à attaquer. On fait d'une pierre deux coups, on prend des chevaux
Et en même temps, l'ascenseur social du mérite permet aux jeunes guerriers de prendre du galon. Le jeu des raids entre Cheyenne, Arapaho, Sioux, Osage, Pawnee et Kiowa-Comanche continue jusqu'en 1838, qui sera l'année témoin d'une des plus grandes batailles intertribales des plaines, la bataille de Wolf Creek. Elle se déroule à la mi-juin 1838 dans le nord-ouest de l'Oklahoma, et une fois encore, elle est à l'initiative des Cheyennes et Arapaho. C'est la même histoire de vendetta qu'on avait vue contre les Crocs. T'as des Bowstrings qui ont foiré leur raid sur la rivière Washita, ils se sont fait massacrer, et la tribu demande vengeance. Ils se coordonnent et ils lancent une série de raids synchronisés sur plusieurs camps, Kiowas, Comanches et Apaches des Plaines. C'est un joyeux bordel dans tous les sens, il y a pas mal de morts, mais pas de décompte officiel et surtout pas de grands gagnants. Les deux côtés se défendent bien, une fois les Cheyennes et Arapaho satisfaits de leur vengeance, ils quittent simplement le champ de bataille. Et ce champ de bataille, il est visité 3 jours plus tard par des Américains, un détachement de dragons qui escortent les chefs osagers jusqu'à un conseil avec des Kiowas. Parce que oui, si on récapitule, la première présence étrangère, elle arrive par des biens qui transitent dans des réseaux d'échange autochtones. On l'a vu avec les Mandan et les Arikara qui tenaient des nœuds d'échange importants. Ces réseaux, ils faisaient remonter des marchandises provenant du très lointain Est, où les puissances européennes commençaient à s'établir, mais pas encore de blancs dans les plaines. En 1776, c'est la fin de la guerre d'indépendance. Les États-Unis d'Amérique viennent de naître. Pour l'instant, dans les plaines, ça fait ni chaud ni froid. Tout ça, c'est loin, c'est à l'est. En 1804, on a Lewis et Clark. Ensuite, on a quelques trappeurs, quelques marchands, puis la construction de Fort Bend en 1833, qui a mis en contact les Cheyennes avec la première colonie blanche des plaines implantée sur la piste de Santa Fe. Et c'est à cette période qu'une séparation s'opère au sein de la nation. Une partie des Cheyennes, accompagnée des Arapaho, descendent vers le sud pour profiter des différents comptoirs commerciaux du Kansas et du Colorado. Ils deviennent les Cheyennes du Sud. Ceux restés dans le Wyoming et le Montana, ils s'unissent au Lakota et il y a quelques Arapaho qui sont restés sur place. Ils deviennent les Cheyennes du Nord. À cette époque, la majorité des Dog Soldiers sont parmi les Cheyennes du Sud. Mais c'est pas dit que ça change pas rapidement. Je dis ça, je dis rien. Et c'est probablement autour de ces années-là, 1830 donc, que les États-Unis entrent en contact avec les Pawnee, les Osage et les Crocs pour leur proposer des traités et des échanges commerciaux. Des relations qui vont progressivement évoluer vers des alliances militaires à mesure que le pays de l'oncle Sam avale du territoire à l'ouest, repousse sa frontière et identifie de nouveaux ennemis en se rapprochant des plaines. Pour les Pawnee, les Osage et les Crocs, c'est une opportunité de renverser leurs ennemis héréditaires, les Sioux, les Arapaho et les Cheyennes. C'est pas le sujet de cette série encore une fois, mais tu vois que les choix et les réactions des peuples dépendent de circonstances et de contexte. Dans les rapports intertribaux, il n'y a pas de gentils ou de méchants. On est juste sur des intérêts divergents avec des cultures qui ne se comprennent pas toujours. On voit que les peuples se saisissent rapidement d'avantages technologiques ou sociologiques quand ils en ont l'occasion. Dans les plaines, la concurrence est implacable, il faut constamment maintenir sa force. Et ce qui est incroyable quand on prend les Cheyennes, c'est leur formidable capacité à réinventer une culture et maintenir le lien du peuple. Et finalement, ce qui apparaît comme la plus grande trahison de l'identité amérindienne, la coopération Pawnee pour traquer les Sioux, est en réalité l'acte de survie d'un peuple exsangue de décennies de harcèlement militaire par ses voisins. Concernant les Cheyennes, à l'issue de la bataille de Wolf Creek, ils organisent une rencontre à Fort Bend en 1840 entre chefs Arapaho, Sioux, Kiowas, Comanches et Apaches des Plaines pour signer une alliance afin de contrer la menace grandissante des Euro-Américains. Cette coopération intertribale était désespérément nécessaire et tiendra jusqu'à la fin des guerres indiennes dans les plaines. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Merci pour ton attention. Pense au boost, au petit like, aux commentaires. Je te dis à la prochaine. Ciao. Oh,